1950, la guerre d'Indochine fait rage. Elle coûte très cher à la France et conduit militaires et services spéciaux à monter des opérations ultra secrètes. L'une des plus scabreuses s'appelle l'opération X. L'opération X est simple. Pour empêcher les hommes d'Ho Chi Minh, qui contrôlent le nord du pays, de déferler vers le sud, l'armée française pactise avec les Hmong, une ethnie qui vit de la culture du pavot. En échange de l'achat de la totalité de leurs récoltes, les Français se garantissent le soutien des familles Hmong et bloquent ainsi la progression communiste. Trois régions avec d'importantes forces guerrières étaient également des lieux de production d'opium. Là, les Français aidaient les tribus locales à récolter le pavot. Des vols non enregistrés de l'armée de l'air française récupéraient l'opium, puis se rendaient à Vung Tau, appelé aussi Cap Saint-Jacques, où se trouvait une raffinerie. L'opium était ensuite livré à une mafia sino-vietnamienne sous la direction du 2e bureau en Indochine. Une partie de cet opium est vendue aux Corses de Saïgon, issus de la diaspora installée là depuis le 19e siècle. Ils envoient la morphine base vers Marseille, la transforment en héroïne et l'expédient aux États-Unis. Les bénéfices récoltés par le SDEC et l'armée française leur permettent de s'acheter une armée contre-révolutionnaire dans le nord du pays. Quand vous essayez de redessiner les zones politiques, de changer la direction d'une société locale ou d'une nation, quand vous infiltrez et assassinez, quand vous menez des opérations clandestines, bien souvent, vos meilleurs alliés sont ceux qui se trouvent au centre de ce monde, au cœur de cet enfer. C'est pourquoi, à maintes reprises durant la deuxième moitié du XXe siècle, les services ont fait alliance avec la pègre. Ces alliances sont-elles nécessaires ? C'est une abstraction. Ont-elles joué un rôle significatif dans la conduite de ces opérations spéciales ? Oui, bien évidemment. Quand les Français achètent le pavot directement aux Hmong, la tribu leur est fidèle. Mais quand les Français utilisent des intermédiaires, les Hmong qui se font voler rejoignent les lignes ennemies. C'est ce qui se passe à Dien Bien Phu. Les hommes d'Ho Chi Minh s'allient aux Hmong, hostiles aux Français, et lance une attaque décisive sur la plus grosse base aéroportée de l'armée française au Nord-Vietnam. Dien Bien Phu tombe après 2 mois de siège. Début mai 1954, la France perd sa première guerre coloniale et signe un traité qui coupe le Vietnam en deux. Désormais le Nord est communiste, le Sud est nationaliste, le terrain est livré aux Américains. À partir de 1953, Gaston Defferre devient le maire de Marseille et va s'en suivre un long règne à la mairie de Marseille où il va à la fois toujours faire attention de ne pas apparaître comme étant redevable à la pègre de ses élections, de son pouvoir, de son influence, mais où évidemment personne ne peut nier, et tout le monde sait en ville, que Gaston Defferre a des amis qui sont des Corses, a des amis qui sont dans la pègre, et dans ses gardes du corps, dans ses anciens lieutenants de la résistance, figure Guérini, qui, dont on le sait, ont fait le coup de main et font le coup de main pendant ces campagnes électorales. Moi, quand je voyais Gaston Defferre, ou à la maison, ou quand mon père se déplaçait pour aller le voir près de l'église Saint-Victor, il avait un appartement, c'était terrible, terrible. Oui, on t'a donné ci, tu nous as pas rendu ça, puis alors tu te prends pour qui, mais alors maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et ils sentaient finalement, les frères Guérini, donc mes parents, la famille sentait que, c'est la vie, hein, que petit à petit, Gaston, il prenait ses arrières pour un jour les lâcher, quoi. Pour dire un jour, mais non, on m'avait jamais rendu service. Bon, bah c'est dans la logique des choses. Après la perte de l'Indochine, Paris s'accroche à son empire colonial au Maghreb et fait appel à certains mafieux corses installés sur place. À Tanger, Joe Renucci et Marcel Franchisi participent aux opérations de contre-terrorisme. Peine perdue, en 1956, le Maroc accède à l'indépendance. Tanger perd son statut de port franc. Joe Renucci voit son empire s'effondrer. Il meurt peu après d'un cancer foudroyant.
À Cuba, la prise de pouvoir par Castro signe la fin de l'appropriation mafieuse de l'île. Castro leur confisque tous leurs biens, met fin au trafic et au blanchiment d'argent. À la recherche de nouveaux territoires, Marcel Franchisi étend son empire au Liban, dans les jeux et dans les banques. À Beyrouth, il fraye toujours avec le SDEC. En France, Franchisi se fait un nouvel ami dans les cercles gaullistes, un jeune représentant de la maison Ricard, qui connaîtra une ascension fulgurante, un certain Charles Pasqua. C'est là, dans la nébuleuse gaulliste, que Charles Pasqua et Marcel Franchisi rencontrent Étienne Léandri. Le parcours d'Étienne Léandri, à partir de la milieu des années 50, est assez extraordinaire. Donc voilà un homme qui est condamné par contumace à 20 ans de prison, indignité nationale pour intelligence avec l'ennemi, et grâce à l'action de la CIA, il va se retrouver blanchi complètement. Non seulement blanchi, mais très rapidement, c'est quelqu'un qui va être installé, et où? Eh bien, tout simplement dans le système gaulliste. En 1958, le général de Gaulle reprend le pouvoir avec l'aide des parachutistes de l'armée, profondément attachés à l'Algérie française. Alger attendait de Gaulle. Et c'est dans un véritable délire que le chef du gouvernement a parcouru les rues de la ville. Je vous ai compris! C'est l'opération Résurrection et la naissance de la Ve République. Mais très vite, de Gaulle décide de lâcher l'Algérie. Il se retrouve face à une armée factieuse, une organisation terroriste infiltrée au plus haut niveau de l'État, l'OAS, la plus grande entreprise terroriste jamais connue en France. L'OAS tente de liquider physiquement le général. Le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés. Dans la nuit, aussitôt après l'attentat du Petit Clamart, nos reporters ont suivi les premiers pas de l'enquête. De Gaulle doit sécuriser le régime. Il s'en remet à Jacques Foccart, son éminence grise qui dispose des pleins pouvoirs. Jacques Foccart est un personnage essentiel, à la fois Monsieur Afrique, Monsieur Service secret et Monsieur clandestin. Foccart, ça va être l'homme de tous les coups tordus. Foccart réactive le noyau dur des gaullistes de la première heure, mobilisés au sein du SAC, le service d'action civique. Une police parallèle qui s'installe au cœur des institutions de la Ve République. Le SAC, il y avait donc des hommes politiques. On voit Comiti, on voit Sanguinetti et on voit Bozzi. Mais ça, c'est le côté, disons, présentable. Et puis, il y a un côté qui est quand même moins présentable. C'est surtout Marcel Franchisi, grand mafieux corse, ou corso-marseillais. Et puis, on va retrouver aussi Léandri. Au moment de la guerre d'Algérie, si 80% des services secrets français sont considérés comme favorables aux thèses de l'OAS, comment combattre l'OAS uniquement avec des gens qui sont plutôt en sympathie idéologique, en tout cas avec ces mêmes acteurs? Eh bien, il a fallu trouver ce que le général de Gaulle appelait des éléments invisibles, c'est-à-dire des éléments extérieurs au service classique, pour mener un certain nombre d'actions qui ne sont pas des actions très recommandables. Et donc, on ne va pas demander à un professeur d'université d'aller poser une bombe ou d'aller égorger quelqu'un. Donc, évidemment, là, on fait appel à des professionnels. Et ces professionnels du crime, eh bien, on les trouve essentiellement, justement, dans ces grandes organisations criminelles qui, elles, sont tout de suite très heureuses que l'on puisse faire appel à elles parce qu'elles savent qu'ensuite, elles vont obtenir un retour sur investissement en termes de moyens de pression et puis, parfois, d'ailleurs, en termes d'influence au sein même des services. Donc le SAC, qui est la milice gaulliste, va recruter des hommes de main dans le milieu, et notamment dans les milieux corses, dans le milieu de la pègre, on va recruter des gens qui vont faire le coup de feu contre l'OAS, pour évidemment survivre à la crise algérienne, survivre aux menaces de l'OAS, survivre à des menaces de déstabilisation intérieure. Si les frères Guérini soutiennent toujours de fer, ils commencent à jouer sur les deux tableaux de l'échiquier politique et se rapprochent des gaullistes.
Antoine et Barthélemy apprécient les protections offertes par les services secrets sous le contrôle de Jacques Foccart. Les États-Unis se sont rendus compte que le premier obstacle dans leur guerre contre la drogue résidait dans tous ces liens qui s'étaient développés. Des mafieux corses, comme Marcel Francisi, étaient en relation avec le gouvernement gaulliste. D'autres, comme les frères Guérini, étaient connectés au Parti socialiste. Et tous étaient liés à des forces de police parallèles, notamment le SAC, le service d'action civique. Beaucoup de Corses appartenant à ces groupes mafieux étaient liés à cette organisation. Ils y avaient leurs entrées et ils avaient aussi des protections politiques. Les stupes américains sont impuissants. Chaque demande d'enquête, chaque commission rogatoire internationale est négligée par la France et le dossier s'épaissit entre Paris et Washington. À cette époque, selon certains repentis, la mafia corso-marseillaise promet à Cosa Nostra d'introduire aux États-Unis 20 tonnes d'héroïne par an. Revendue à 8 000 $ le kilo, l'héroïne générerait un chiffre d'affaires annuel d'environ 160 millions de dollars de l'époque, soit près de 1,5 milliard d'euros. De quoi entretenir de nombreux villages en Corse, d'investir massivement dans l'immobilier parisien, le tourisme, les grandes affaires, et d'aider le SDEC à financer ses opérations secrètes en Afrique comme au Moyen-Orient.